Bonjour Salma El-Moumni. Bonjour Marie. Bravo. Votre premier roman, Adieu Tanger, remporte donc le prix France Culture du roman des étudiants. Soyez la bienvenue dans le book club. C'est votre book club aujourd'hui. Voilà, encore plus que d'habitude. Et bonjour Maria Djokier. Bonjour Marie, bonjour Salma et bonjour à tous les auditeurs de France Culture qui nous écoutent pour ce book club. T'es en master 2 de littérature et bientôt en master de radio, j'ai l'impression. À la Sorbonne Nouvelle à Paris, sois aussi la bienvenue dans le book club. Tu vas être la co-intervieweuse de ce book club du jour. Bonjour Ilyes Magloire. Bonjour Marie, bonjour à tous les auditeurs et bonjour à Salma El-Moumni. Tu es étudiant en licence 2 de lettres à l'université d'Orléans. Sois le bienvenu dans le book club. C'est donc aussi votre book club à tous les deux. Vous êtes membre de ce grand jury un peu particulier, 1500 étudiantes et étudiants, je le disais. On reparlera du fonctionnement de ce prix littéraire tout à l'heure, au début de notre deuxième partie d'émission. Vous avez participé tous les deux aux rencontres. Je vais un peu vous laisser les clés du studio et de l'interview. Ici, tout commence par un questionnaire de lecture pour faire le portrait de nos invités en tant qu'ils sont d'abord des êtres de lecture, des lectrices, des lecteurs. Ilyes, à toi. Mariette, à toi. Eh bien Salma, première question pour ce portrait de lectrice. Comment avez-vous appris à lire ou en particulier, est-ce qu'il y a une œuvre qui vous a particulièrement marqué dans ce processus ? Bonjour Mariette. J'ai appris à lire très jeune finalement. J'ai beaucoup appris... j'ai beaucoup lu de romans policiers et j'aime beaucoup citer Agatha Christie qui m'a accompagnée de longues années quand j'étais jeune. Quand vous étiez jeune, c'est-à-dire Agatha Christie à 7 ans, non ? Oui, Agatha Christie assez tôt. Et je l'ai laissé tomber du jour au lendemain, finalement, pour passer à des romans plus classiques, souvent dictés par l'école en général. Qu'est-ce que ça vous a laissé comme souvenir, l'apprentissage de la lecture ? Est-ce que vous vous souvenez d'un appétit comme ça de déchiffrement ? Est-ce que vous avez des images plutôt collectives, en classe, à l'école, seul ? Il n'y a pas très longtemps, quelqu'un nous parlait d'une sorte de cabane placard de lecture. Est-ce qu'il y a eu comme ça des lieux pour vous de cet ordre ? Pas de lieu. Non, j'ai beaucoup lu dans ma chambre, seule, effectivement. J'aimais bien ça. Et puis... je m'ennuyais beaucoup, donc c'était bien aussi d'avoir ça comme refuge, disons. Qu'est-ce que vous trouviez dans la lecture ? Je lis avec beaucoup d'imagination. J'aime beaucoup visualiser en fait les scènes, et c'est ça qui peut-être était bien avec ma Agatha Christie, c'est cet imaginaire un peu fantasmagorique voilà, donc c'était ça. J'aime beaucoup voir ce que je lis, et j'essaie de transposer dans l'écriture aussi. Vous avez été une enfant lectrice ? Vous avez beaucoup lu ? Oui, je dirais que j'étais une enfant lectrice. Et est-ce que vous avez une œuvre en particulier qui vous a marqué ou qui a peut-être aidé à l'écriture ? Aider à l'écriture, c'est venu plus tard, mais en général, toute lecture m'aide un peu. J'essaie d'imaginer ce qui pourrait être fait de l'autre côté, disons. Entre lectrice et autrice. Mais... celui que j'ai aimé en particulier, et je reste sur Agatha Christie, c'est Le meurtre de Roger Ackroyd, qui est en fait... je me permets de spoiler, mais on se rend compte que le narrateur est le tueur, et j'ai trouvé ça génial comme dispositif. Voilà. Vous dites que vous avez abandonné Agatha Christie, c'est arrivé quand cet abandon ? Quand est-ce que vous avez changé de cap ? J'ai changé de cap peut-être au collège, en me mettant à lire des auteurs plus consacrés, et aussi plus de français en fait. C'est-à-dire ? J'ai beaucoup lu Maupassant par exemple, et j'ai l'impression d'être très ennuyeuse en disant ça, mais pourquoi ? Non. Alors non, personne ne juge personne dans cette émission. Oui, j'ai beaucoup lu Maupassant, effectivement, et j'aimais bien. Et là, donc c'était plutôt la Normandie qui m'a fait rêver dans mon Tanger natal. Vous parliez de la lecture comme un processus relativement solitaire. Est-ce que vous aviez d'autres exemples de grands lecteurs autour de vous ? C'est quelque chose qui vous est venu vraiment de vous-même et seul ? Oui, je dirais que non, c'est quelque chose qui m'est venu seul. On m'a beaucoup encouragée à lire, mais c'était pas des activités qu'on faisait en groupe, non. Ouais, je disais ça. Il y avait des livres chez vous ? Oui, quelques livres. Après, il y a eu les emprunts, surtout ça, j'ai beaucoup lu grâce au CDI. Voilà. On pose souvent la question de savoir si nos invités ont des tables de chevet et s'il y a des livres dessus. Est-ce qu'il y a des livres en ce moment sur votre table de chevet ? Il y a beaucoup de livres qui s'accumulent, des livres que je lis de Grasset. Et puis... votre maison d'édition. Ma maison d'édition, c'est ça, que mon éditeur a eu la gentillesse de me filer. Et sinon, en ce moment, je lis L'inconnu de la Poste, de Florence Aubenas,
parce que c'est un livre que j'ai mis beaucoup de temps à lire, enfin, qui demande un peu de courage, disons. Il s'agit de quoi ? Il s'agit d'une reconstitution de l'assassinat d'une femme en 2000, je dirais, dans un petit village en France, et qui est resté aujourd'hui encore inexpliqué. Voilà, on n'a toujours pas trouvé le coupable, et c'est assez intéressant parce que c'est donc un essai, c'est de la non-fiction, c'est une journaliste qui écrit, mais ça se lit vraiment comme une sorte de thriller, et c'est le portrait de tout un village en fait, et c'est fait avec brio, donc j'ai beaucoup de plaisir à le lire, mais le sujet est assez lourd. Est-ce que ça tient une place importante aujourd'hui dans vos lectures, cette non-fiction, justement, toute cette branche de la littérature qui va travailler le réel avec des ambitions littéraires, mais quand même être attachée aux faits et à la réalité ? Oui. Je sais que j'ai une incapacité totale à lire du merveilleux ou de la fantaisie, et j'aime vraiment que les livres que je lis soient ancrés dans le réel, ouais. Donc ça tient une place assez importante. Très importante, ouais. Il y a une autre question de ce questionnaire qui se demande si nos invités ont des rendez-vous. Est-ce qu'il y a comme ça des livres dont vous savez qu'un jour, vous les lirez, c'est peut-être pas tout de suite, mais vous savez qu'il y a quelque chose pour vous là-dedans ? Des livres qui vous regardent ou que vous regardez au loin ? Des livres que je toise avec appréhension. Oui, il y a le Moby Dick, énorme pavé qui m'attend depuis très longtemps maintenant. Il est chez vous ou il est chez moi. Ouais, quand même. Je pense que ça fait même 10 ans qu'il est Il a passé la porte. Voilà, qui m'accompagne dans tous mes déménagements, mais que je n'ose toujours pas lire. Donc voilà, un jour peut-être. Et pourquoi vous vous dites qu'il y a quelque chose pour vous là-dedans ? J'aime l'idée de la quête, et peut-être aussi le portrait solitaire des personnages. J'aime aussi l'idée de cette baleine qu'on cherche tous et qu'on ne trouve pas, et qui triture tout le monde. Mais voilà, je ne saurais pas vous dire plus puisque je ne l'ai pas lu. Est-ce qu'il existe une photo ? Est-ce que vous avez une photo de vous en tête avec un livre à la main ? N'importe quel âge ? Non. Je crois que les photos que j'ai eues... Oui, maintenant, on va dire. Maintenant, après, effectivement, avec mon propre livre, voilà. Donc un exercice si on oublie ça. Non, je pense pas... Non, j'aime quand même être présente sur les photos, et donc je lis pas... Non. La littérature, c'est une façon d'être absente. En tout cas, de s'absenter. De s'absenter, absolument. Oui. De tromper l'ennui et de s'absenter. Bon, on va parler de votre livre Adieu Tanger, qui vient donc de recevoir ce prix France Culture du roman des étudiants et qui est apparu en cette rentrée littéraire aux éditions Grasset. Comment c'était ce prix France Culture du roman des étudiants ? Vous êtes un petit peu promené, donc je le disais, une dizaine de rencontres in situ avec les étudiants. Je ne cite pas les professeurs, mais c'est quand même important aussi de dire qu'ils sont dans cette dynamique. Voilà, des rencontres en librairie, vous en faites. Qu'est-ce que ça avait de particulier d'aller dans les facs ? J'ai beaucoup aimé l'idée aussi de rencontrer des gens qui avaient sensiblement mon âge aussi, ce qui est un peu aussi le sujet du roman, où en tout cas il y avait un point commun entre moi, autrice, et les lecteurs, mais aussi avec le personnage. Et je me suis dit que c'était... Enfin voilà, j'attendais avec impatience d'avoir leur retour sur la question. Mais c'est intéressant aussi de voir les retours. J'aime bien cette idée de discuter avant d'avoir lu les romans. Je pense que ça donne aussi une approche différente, d'essayer de... Voilà, vous m'avez posé par exemple la question de Moby Dick, et je pense que c'est chouette de se dire je m'attends à ça, et puis très souvent on est surpris. Enfin, je pense que c'est aussi le signe d'un bon roman que d'être surpris. C'est bon signe, ouais. On se contenterait de lire la 4e. Mais voilà, et puis c'est vrai qu'il y avait aussi des questions spécifiques sur les procédés, etc., qu'on a moins en fait quand je sais pas, on échange avec des journalistes ou voilà, avec des lecteurs lambda. Ça allait dans le fond en fait. Voilà, ça allait beaucoup plus dans le fond. On n'hésite pas à faire appel à des références qu'ils ont, et c'est très élogieux en fait. Enfin, je dis pas que j'ai aimé parce qu'on m'a fait des éloges, mais je veux dire, mais si, on peut dire que c'est quand même une chance au final. C'est assez rare d'imaginer comme ça des jeunes gens de 20-25 ans qui parlent de littérature, que ce soit en extérieur ou où il y a quelque chose comme ça aussi qui réchauffe, non ? Je sais Exactement, pas. Et puis ça place le roman dans une sorte d'historicité, et c'est vraiment très agréable. Enfin voilà, ça donne plus d'ampleur, et c'était vraiment une super expérience. Bon, tant mieux. On y va, on rentre dans Adieu Tanger. Ilyes, on s'est dit, voilà, première question, premier roman, qu'est-ce que ça pose comme question ? Un premier roman, c'est une entrée dans la littérature, c'est aussi une entrée dans le monde de l'édition.
Est-ce que vous pouvez nous dire un peu la manière de fabrication du livre, le processus, comment il s'est fabriqué, quand il s'est construit? Comment c'est construit? Il a été long avant même la question de l'édition. Enfin, je veux dire, je suis passée par plusieurs manuscrits, plusieurs versions de mon côté. Et puis ensuite, quand on a travaillé avec mon éditeur, ça a pris quelques mois. C'est beaucoup d'allers-retours, beaucoup de réécriture, beaucoup de patience. Et aussi des échanges plus informels sur l'intention d'écriture et tout, pour qu'elle puisse ensuite se traduire dans le roman. Donc c'était assez intéressant, mais je pense qu'au bout d'un moment, ni lui ni moi ne pouvions en fait lire ce roman. Donc c'est aussi un peu particulier, parce que moi j'ai arrêté de lire Adieu Tanger, je sais pas, vers avril, quoi. Enfin, et des fois, donc de l'entendre aussi de la part des étudiants durant les rencontres. C'était parti. Enfin, je redécouvrais. Ça vous fait le redécouvrir? Absolument, oui. Rien n'est étranger, puisque voilà, je l'ai écrit, donc voilà, je retrouve, je reconnais des passages, mais il y avait vraiment, en plus, chacun se l'approprie, le lit différemment avec un ton, et c'est vraiment une très bonne expérience en fait d'étrangeté un peu. Je rebondis sur le fait que vous deviez préciser votre intuition d'écriture ou intention d'écriture auprès de votre éditeur ou éditrice. C'est-à-dire qu'il fallait mettre en mots, en plus de votre texte, quelque chose qui serait une visée ou une volonté pour ce roman? Non, c'était plutôt, par exemple, j'ai un exemple précis en tête, c'était par rapport à la fin. On avait un échange, effectivement, parce que je pense que il y avait un flou qui reste encore un petit peu dans la version finale, mais un flou sur ce que je voulais vraiment que mes personnages fassent, quoi. Et donc là, c'est vrai qu'il y avait un échange. Et c'est toujours très particulier, parce qu'on est en train de parler de personnages, mais ils prennent vie et ils deviennent réels. Et on parle de Alia comme si elle était là avec nous au café. C'est vraiment... c'était vraiment chouette, parce que aussi ça fait sortir de soi, en fait. L'expérience d'écriture, elle est très solitaire, en tout cas dans mon cas, et nocturne, enfin voilà, donc sortir de ce cadre-là pour pouvoir échanger, c'est ce que je voulais dire par intention. Oui, ouais. et d'autant qu'en plus, cette Alia, vous lui prêtez une expérience physique très forte, on va y venir, et que le fait de devoir décider pour elle, à la fin, voilà, c'est vraiment un chemin, je le disais, elle est dans un ressassement, on est avec elle, on est vraiment beaucoup à l'intérieur d'elle pendant tout le texte, et la fin ouvre vers la suite, qu'on ne connaît pas, mais quelque chose qui peut en tout cas s'ouvrir pour elle. Voilà, on voulait peut-être vous parler d'écriture, Mariette. Oui, concernant le processus d'écriture, est-ce que Alia s'est imposée à vous? Comment en fait est-ce qu'elle est apparue? Est-ce que c'était une intuition ou plutôt une construction, quelqu'un dont vous aviez besoin, un dialogue? Elle est arrivée par bribes, en fait. Il y avait certains passages que j'avais écrits, et il y avait donc une femme qui avait peut-être à mon âge, un âge un peu trouble, quoi. Et puis petit à petit, ce personnage revenait régulièrement dans les textes que j'écrivais. Et voilà, j'ai essayé de lui donner plusieurs prénoms, et puis j'ai fini par choisir celui-là qui avait une petite symbolique à mes yeux, de par voilà, la signification du mot Alia en arabe. Et Qui veut dire sublime, digne, enfin voilà, une sorte de noblesse d'âme que j'avais à cœur de lui donner, elle qui peut-être ne se sont pas mérité ce nom, voilà. Et donc ce personnage est revenu régulièrement, mais elle n'est pas apparue elle d'abord. Enfin voilà, c'est plutôt l'histoire qui s'est imposée à un personnage qui a fini par être Alia que l'inverse. Je le disais, pour l'histoire, elle vit une difficulté à exister dans l'espace public, à exister contre, avec, en subissant le regard des hommes, le corps des hommes. Et il y a quelque chose qui se crée petit à petit dans une dialectique entre l'espace de sa chambre et le monde extérieur. Et ça nous a fait penser à une chorégraphe qui s'appelle Nassera Belaza, et qui raconte comment est-ce qu'elle a commencé aussi à danser devant son miroir, à danser dans sa chambre. En fait, j'ai pratiqué la danse dans ma chambre très longtemps. Et il y a ces deux choses qui, pour moi, très vite se sont opposées. C'est le désir très fort de liberté et en même temps, ces contraintes qui m'étaient posées de l'extérieur. Je n'avais pas la possibilité de prendre des cours, de sortir de la maison. On sortait très peu, je n'avais pas le droit de sortir à part pour aller étudier, etc. Ces familles, cette première génération d'immigrés qui est arrivée, qui a vraiment, pour certains, resserré le cocon
très fortement. J'avais cette double tension et ce qui m'a en quelque sorte délivrée, c'est de me dire que, et je pense que ça provient aussi du fait d'avoir découvert la littérature, la poésie, de me rendre compte que la liberté, elle était au-dedans. Elle était placée vraiment au-dedans. Et à partir de là, j'ai vraiment eu le sentiment de plonger à l'intérieur de moi, d'être en quête, mais à la verticale, et non plus d'être, comme le dit ce philosophe, il y a deux manières d'explorer le monde. Soit on part à sa découverte, on voyage, soit effectivement on plonge à l'intérieur de soi. Tu es resté longtemps face au miroir à te fixer, essoufflé, les pommettes rougies comme giflées, la peau du cou moite, les mains tremblantes. Tu as essayé de te regarder de l'extérieur, la rondeur du sein que l'on devine à travers le vêtement, même épais. Tu as essayé de te voir à travers le regard de ces hommes, du cou au ventre, les fesses que l'on devine devant et qui dépassent du pull trop long, le jean moulant, le sexe trop souvent regardé. Tu as baissé la tête vers ton pubis pour chercher ce qui pouvait bien arrêter leurs yeux sur ce triangle, les plis, les angles. Tes doigts se sont posés sur la braguette. Tu ne comprenais pas la fascination. Tu les as retirés, ils brûlaient en survolant le tissu, l'ourlet et la ceinture, la peau du ventre. Tu ne posais d'abord que l'index, puis tu as fini par comprimer la chair, le doigt qui s'enfonce. Avec la pression, la peau blanchissait un temps avant de retrouver sa pâleur jaune habituelle. Tu ne sais plus combien de temps tu es resté ainsi. La respiration s'est apaisée, les joues ont retrouvé leur couleur naturelle, le silence a envahi les murs et ta gorge, un calme étrange face à ce corps morcelé, devenu étranger. On vient d'entendre un extrait de votre roman. La place du miroir, la place de l'autre, est présente très fortement dans cet extrait et programmée pour le rester dans tout le livre. Qu'est-ce que cherche votre narratrice avec ces photos ? Ce que cherche Alia, c'est de voir son corps comme les autres la regardent, de vraiment sortir d'elle-même pour pouvoir accéder à cette extériorité-là. À la suite des photos, parce qu'en fait au début justement comme vous l'avez lu, c'est à travers un miroir qu'elle se regarde, mais le miroir ne suffit pas parce qu'il y a l'immédiateté du regard, donc ce qu'elle veut c'est aussi un décalage qui elle pense lui permettrait de sortir d'elle et de se regarder de l'extérieur, que ses yeux se confondent avec ceux des hommes, que ses mains deviennent celles des autres, et puis de déceler un peu un secret en fait, parce qu'elle a l'impression que justement ce corps qui dérange dans la rue laisse entrevoir quelque chose qu'elle-même ne perçoit pas. Et elle ne comprend pas pourquoi ça dérange. Et elle ne comprend pas, elle a un âge aussi où elle n'a pas sexualisé son corps, elle ne comprend pas en fait cet objet de désir ou de convoitise. Et donc c'est comme une sorte de chasse au trésor ou d'énigme qu'elle essaye de découvrir ou de résoudre à travers ces photos. Évidemment, c'est pas comme ça que ça marche. Et puis elle finit juste par se confondre en fait elle n'arrive plus à vraiment savoir où s'arrête son regard à elle ou commence celui de l'autre. Et c'est là que commence toute cette oppression et toute cette perte de soi qui est amenée par l'utilisation du tu dont on parlait. Oui, peut-être on peut s'arrêter d'ailleurs sur cette deuxième personne, Salma Al-Moumni, mais dire aussi que cet espace-là dont on entendait Nasser Abelaza parler en tant qu'un espace émancipateur, parce qu'il n'était pas possible de danser à l'extérieur, il n'était pas possible d'être la jeune femme qu'elle voulait être à l'extérieur, elle pouvait l'être dans la chambre, c'est plus complexe que ça pour votre narratrice. C'est-à-dire que cet endroit qu'elle va pouvoir considérer comme étant un endroit où elle va pouvoir récupérer du pouvoir sur elle-même, va être de nouveau un endroit qui l'emprisonne. Moi, j'étais intéressée comme ça dans les discussions qui précédait l'émission, Mariette, j'avais l'impression que tu pensais cet endroit-là, la chambre, comme aussi à la fois une sorte de prison, alors que ça devait être un lieu d'émancipation, mais en dialogue avec la ville. Est-ce que tu peux peut-être préciser ? Alors oui, c'est vrai que la chambre, au début du roman, elle s'impose comme un lieu d'intimité, un lieu pour se découvrir, qui joue vraiment le rôle
de refuge pour Alia, qui se réapproprie son corps. Mais justement, il y a une sorte de pont, j'ai l'impression, avec l'urbanité, dans le fait qu'elle réintroduise un regard extérieur dans cette chambre. Comment est-ce qu'on arrive à passer comme ça de l'intime à l'urbain? Est-ce qu'il y a eu vraiment un déclencheur Parce que les villes sont tout le temps présentes. Les villes sont tout le temps présentes. Et effectivement, quand elle est dans sa chambre, elle s'imagine être dans la rue, elle s'imagine être dans l'épicerie, dans la pharmacie. Enfin voilà, c'est toujours une sorte d'imitation de l'extérieur, même quand elle est dans sa chambre. Et la frontière entre les deux n'existe pas vraiment. Et à mesure qu'elle prend ses photos, elle s'amenuise. Mais c'est un processus qui m'est venu assez naturellement parce qu'en fait, dans le cas du personnage, on a tort de penser qu'une fois arrivée chez elle, elle se coupe en fait du monde extérieur et que ce qu'elle a vu, ce qu'elle a ressenti, ce qu'elle a vécu s'arrête dans l'espace intime de la chambre. Au contraire, elle le ramène avec elle et effectivement, loin d'être une émancipation ou en tout cas une réappropriation de son corps, c'est plutôt l'imitation en fait du regard et du système, disons, patriarcal ou en tout cas misogyne qu'elle imite et qu'elle reprend chez elle. De toute façon, on peut dire que le corps d'Alia, ce que vous faites de ce personnage, c'est aussi un corps traversé de beaucoup de domination. C'est-à-dire que on sent bien que c'est pas parce que c'est une seule personne qu'elle ne porte pas en elle à la fois une histoire patriarcale, misogyne, mais aussi coloniale. C'est-à-dire que petit à petit, c'est un corps qui devient le nom de tout ça, d'une certaine manière. Absolument. À mesure qu'elle rencontre en fait différents regards, différentes personnes, s'ajoutent en elle plusieurs lectures en fait de son corps et à travers la rencontre du personnage de Quentin qui est le premier français, le premier blanc qu'elle voit ou qu'elle rencontre, il y a aussi quelque chose qui s'ajoute à elle et qui devient alors du coup un regard colonial ou en tout cas un rapport qui imiterait ces dynamiques-là dans sa relation à lui. Et tout comme voilà, en croisant le regard de ces hommes, elle découvre ce que c'est d'être une femme, elle qui sort un peu de l'enfance, qui sort de l'adolescence, qui est entre cet âge un peu ingrat où on est entre deux stades et on ne sait pas bien quoi faire de soi, quoi. Tout comme quand elle arrivera à Lyon, en France, voilà. Elle découvrira être encore un autre corps dans l'espace public français et porter une autre histoire de la représentation. Absolument. Et c'est des étiquettes dans lesquelles elle ne se reconnaît pas nécessairement. Donc ça crée encore plus une dissociation, en tout cas un trouble. Pour revenir sur ce terme de prison, lors de nos clubs de lecture, donc une critique négative portée sur Adieu Tanger, portait justement sur cette dimension la personne à laquelle je passe au bonjour au passage, Vas-y, yes. La personne en question donc, disait que pour elle le livre, on aurait dit une sorte d'emprisonnement, que le livre ne sortait pas de lui-même, et donc peut-être que le personnage tournait en boucle, Alia. Mais en réalité, il n'en est rien. Enfin, c'est ce qu'on lui a répondu. Est-ce que vous pouvez en dire quelque chose sur... Je salue cette personne au passage. Quel mystère. Je suis très content. Non, le livre ne tourne pas en boucle. Alors effectivement, c'est ce que pourrait sous-entendre l'usage du tu, parce qu'on est dans un entre-soi. Elle se parle à elle-même. Et en fait, c'est qu'une voix, mais c'est plus complexe que ça. C'est un peu la quête de la narratrice qui essaie de retrouver ce qu'elle est réellement, peut-être son essence finalement, en s'adressant à un tu qui est cette image fabriquée, cette image un peu fantasmagorique. Donc il y a un double, mais elles ne sont pas au même stade de leur vie, ces deux personnes qui se parlent, on va dire. Et elle finit, et c'est cette fin sur laquelle on s'attardait, elle finit par dépasser ce stade-là et sortir de cet emprisonnement. Pas de la manière qu'elle imaginait, pas de la manière que j'imagine le lecteur pensait non plus, mais... la fin permet en fait ce dépassement du ressassement en fait. Du reste, si j'avais participé à ton club de lecture, Ilias, j'aurais dit qu'il y a pour moi dans ce livre-là, Salma Al-Moumni, l'idée du ressassement. C'est-à-dire que cette jeune femme vit aussi avec des pensées qui tournent, des pensées qui l'obsèdent. Bien sûr. Elle se fait agresser, elle se fait violer, ses photos fuitent sur Internet, ça tourne en boucle. Il y a aussi quelque chose qui est la prison mentale, qui est rendue dans l'idée que c'est un livre qui tourne. Moi, je trouve que c'est un livre qui tourne, mais je trouve que ça fait la puissance de ce livre, le fait qu'il tourne et que
c'est pas tellement et que si le livre ne sort pas de lui-même, ce serait un gage de qualité au sens où ça nous rendrait l'idée que cette femme, pour toutes les raisons qu'on vient d'énoncer, elle est enfermée. Du coup, elle est obligée de tourner avec elle-même. Oui, c'est un entêtement en fait dans lequel elle est, et justement c'est aussi le processus de la culpabilité en fait qui est enclenché et décrit là. À partir du moment où les photos fuitent, elle pense qu'elle est responsable même d'avoir pris ces photos et que voilà, rien ne serait arrivé si elle n'avait pas fait ça. Et donc il y a déjà une idée de se culpabiliser, ou en tout cas de se responsabiliser sur ce qui s'est passé, et de légitimer ou d'expliquer tout ce qui lui arrive par la suite. Donc une sorte d'effet boule de neige où son mal-être à Lyon s'explique par le fait qu'elle a dû partir parce qu'il y a eu ces photos, cette histoire de viol s'explique parce qu'elle a posté ses photos. Elle est coupable de tout. Elle est coupable de tout. Et en fait, rien ne... Enfin, et c'est spécifiquement cette histoire de ressassement en fait, qui crée cette culpabilité un peu omniprésente, et qui fait qu'elle va voir Quentin partout et s'imaginer qu'il est... Elle est notamment coupable d'être une fille. On voulait vous faire entendre dans cette tête la romancière Camille Laurence qui s'intéresse à ce mot-là, à ce mot fille. Si on examine le mot, ça désigne le sexe féminin, mais également la filiation, le fait qu'on est toujours la fille de quelqu'un, alors que pour les garçons, il y a deux mots, garçon et fils. Fille, voilà, c'est une dépendance constante. Et puis les autres sens du mot sont toujours péjoratifs. Une fille, c'est une prostituée. Allez voir les filles dans tous les romans du 19e siècle, c'est... Elle est au bordel. Et donc, cette définition qui est dans la langue même péjorative, eh bien, il faut que dans la vie réelle, ça se transforme en quelque chose de positif. Si je réfléchis personnellement dans ma propre vie, puisqu'il y a des éléments autobiographiques dans ce roman, le souvenir que j'ai, c'est toujours d'avoir eu le sentiment... que, comme le dit d'ailleurs Simone de Beauvoir dans le deuxième sexe, que on est une fille par défaut en fait. C'est juste que voilà, on n'est pas un garçon. Ce serait ça la définition la plus négative, mais c'est celle qui habite mes souvenirs. Tu avais décidé d'être scientifique pour parler à ton père, pour avoir des choses à lui dire, puisqu'il ne connaissait de ta vie que la façade que tu lui offrais. Tu te demandes si, garçon, tu aurais autant cherché son approbation. Est-ce qu'il t'aurait plus serré dans ses bras si tu avais été son fils ? Est-ce qu'il t'aurait ébouriffé les cheveux ? Est-ce qu'il aurait accepté de nager avec toi ? Est-ce qu'il t'aurait dit « je suis fier de toi et je t'aime » ? Si, garçon, il t'aurait plus regardé. Si tu aurais pu exister à ses yeux autrement que par la honte que tu pouvais représenter, par tes vêtements, ta manière de parler, tes amis. Si d'ailleurs il t'aurait laissé avoir des amoureuses. Tu te demandes si ta bisexualité aurait été moins cahoteuse, si tu aurais moins détesté ton genre dans ce qu'il reflétait de toi-même. Si tu aurais été plus attentif à ses gestes pour pouvoir prédire, si tu aurais autant été aux aguets, si tu aurais été aussi capable de reconnaître ses pas depuis ta chambre, si tu aurais quand même écrit, puisque tu n'en aurais peut-être pas eu besoin s'il t'avait laissé t'exprimer, parler, crier, claquer les portes. Un extrait de votre texte « Adieu Tanger » paru aux éditions Grasset, Salma Al-Moumni, lu par Mariette, une des membres de ce grand jury du prix France Culture du roman des étudiants qui vient couronner votre texte. Peut-être Mariette, un commentaire à partir du texte que tu viens de lire et de l'archive de Camille Laurence qui s'interroge sur ce mot-là, ce mot fille dont on peut considérer que tout du long il colle à la peau de cette narratrice Alia. Effectivement, quand on lit le texte, c'est le texte d'une jeune fille en contexte, mais c'est avant tout une jeune fille qui nous parle. Et il me semble que cette jeune fille, elle se cherche dans un monde qui ne cesse de l'envahir. C'est aussi un roman contemporain de ce qu'est être une jeune fille aujourd'hui. Et justement, une question sur l'usage tout particulier des photos dans ce monde contemporain qui est très dur avec les femmes. Comment est-ce qu'on s'émancipe quand on n'a pas le droit à l'oubli, quand la vie privée est envahie par la vie extérieure ? Est-ce que ce roman cherche à attraper aussi une vision de la société, de ce qu'est être une fille aujourd'hui, comme la photographie cherche à attraper le corps d'Alia ? Oui, bien sûr. C'est un roman qui malheureusement ne présente pas vraiment de solution de comment s'émanciper parce que j'ai moi-même pas vraiment la réponse et je ne prétends pas l'avoir, mais c'est en tout cas une description du processus et
vous disiez justement que ces photos captent un peu une image et l'image, ou en tout cas la représentation du corps de Alia est captée, en fait figée aussi. Et en cela, c'est très contemporain parce que ça renvoie justement à toutes ces histoires de publications sur Internet. Et en fait, à partir du moment où les photos sont là, son corps lui échappe et en fait est figée. Et elle est piégée. Et voilà, elle est piégée et puis elle ne s'appartient plus vraiment. Enfin, c'est aussi l'idée que peu importe le temps qui passe, il y a ces traces-là qui demeurent et qui lui échappent. Et c'était aussi cette description de ce que ça fait comme enlisement, en fait, d'un rapport à soi. Il y a évidemment une historicité de cette question-là, c'est-à-dire qu'être une femme, la question de la réputation, comment on nous regarde, ce qu'on dit à notre propos, c'est quelque chose qui pourrait finalement être l'histoire des femmes tout au long de ces dernières années, décennies, voire siècles. Mais là, c'est vrai qu'il y a le contemporain avec les réseaux, avec les photos, et cette espèce de culpabilité, obsession qui ressemble à un fil, enfin, je sais pas, un fil de réseaux sociaux, d'Instagram, duquel on ne pourrait, d'une certaine manière, pas sortir. Je trouve que ce qui est quand même aussi intéressant dans l'extrait que tu as lu, Mariette, c'est la présence du père, c'est la spécificité de cette relation à l'égard du père. La narratrice se demande, mais si je n'étais pas une fille, est-ce que j'aurais une autre relation au père ? Qu'est-ce que ça vous a inspiré comme questionnement, cette figure du père ? L'idée que peut-être au départ, c'est une figure qui est très lointaine et qui, il me semble, plus le texte avance, plus ça se rapproche par la langue, par la musique, par des espèces de bribes d'échange. Tu fais des grands yeux, Mariette ? Yes, peut-être. C'est un rapport déjà avec le père, un rapport introspectif. Donc on revient sur ce qu'on disait plus tôt, c'est que enfermement, oui, mais il y a quand même une piste. Soi, oui. Il y a des pistes déjà de réflexion pour ressortir de l'enfermement. Et puis le père, c'est la première relation à l'homme. Psychanalytiquement, donc allons-y. Donc oui, c'est un retour aux origines, dans un certain sens. Donc oui, voilà. Mariette, ce que j'avais trouvé intéressant en lisant le roman, c'est justement cette idée à la fois de fluidité des genres et à la fois justement d'imperméabilité de ceux-ci. Il y a une certaine fluidité, je trouve, sur l'onomastique, le travail des noms, donc Alia, Ilias, il y a des sonorités un peu communes. Et d'un autre côté, on a justement cette idée du déterminisme. Je fais une petite parenthèse pour dire qu'Ilias, c'est son grand amour, c'est un grand amour en tout cas. Le seul personnage masculin positif, je crois, finalement, du texte. Merci, Ilias. Et donc, oui, on a cette imperméabilité avec le père, donc l'idée du déterminisme féminin. Elle est enfermée, elle est en manque de communication avec son père, et j'ai l'impression que si elle n'avait pas été une femme, elle aurait pu communiquer. Oui, en tout cas, c'est ce qu'elle s'imagine, c'est que les choses auraient été différentes. Et effectivement, il y a cette question un peu obsédante de est-ce que ma vie aurait été différente si j'avais été un homme ? Et en réalité, elle n'en sait pas vraiment, enfin, elle n'en sait rien, et on ne pourra jamais savoir. Mais c'est au-delà d'un désir d'être garçon, c'est aussi est-ce que mon corps aurait été différent et est-ce que ma place dans la société même familiale, quoi, est-ce qu'elle aurait été différente ? Et ça commence effectivement par le père. Il y a se parler de psychanalyse, mais en tout cas, c'est peut-être le rejet du père est un rejet originel, voilà, où la première fois que Alia découvre qu'elle dérange ou qu'elle n'est pas la bienvenue dans un endroit ou dans un lieu. Et voilà, et qu'on la brime aussi, c'est-à-dire que c'est pas que elle dérange. La figure du père est présentée à la fois comme un taiseux, comme un discret, mais aussi comme quelqu'un qui porte des mots sur sa fille qui sont des mots blessants. Donc il y a aussi une manière de s'arrimer au masculin qui est pas du côté tout de suite de la tendresse et de la facilité pour ce personnage. Absolument. Et puis c'est une figure aussi qu'elle voit comme omnipotente et dont elle a très peur même des années plus tard. Et pourtant, à mesure que le roman avance, il y a effectivement une distance qui s'amenuise entre les deux, et elle se rend compte que son impuissance a aussi fait écho à l'impuissance du père, et il y a donc un chapitre aussi sur ce père qui s'imagine... qui fait cette blague en disant on les aura, et en fait il n'a rien du tout et elle non plus. Et c'est aussi peut-être... Ils se retrouvent à l'endroit de la vulnérabilité, bizarrement, c'est leur faiblesse qui les réunit. Et c'est leur faiblesse, exactement, qui les unit, et donc au-delà d'un portrait aussi qui serait juste, qui serait genré, c'est aussi peut-être le portrait d'une société, de ce que le déterminisme fait de nous et de nos premières aspirations. Y compris aux hommes. Y compris aux hommes, absolument. On voulait évidemment terminer par
une lecture qui évoque l'urbanité, les villes, la ville. Vous avez appelé votre roman Adieu Tanger et vous faites vivre cette ville-là dans votre texte. Avec le temps, le souvenir de Tanger s'est estompé. Tu n'en retiens plus que des odeurs, celles des tapis berbères qui sentent le bétail et la terre cuite, du bois qu'on brûle pour les hammams. Le chant permanent des coucous qui grondent aux premières heures du matin et tard la nuit. Lyon a toujours été cruellement silencieux en comparaison. Le bruit du chergui dans les feuilles d'arbres, des coqs et du braiement des ânes. À Tanger, tes sens étaient aux aguets, les extrémités de ta peau se gorgeaient de ce qui les entourait, du corps rempli de soleil le soir, du sel sur les joues, du sable sur les jambes et de la pollution dans les poumons. L'odeur du cuir des vieux taxis jaunes contre ton dos qui te traînaient d'une rue à l'autre avec leurs ceintures coupées et les chansons amazighes à la radio interrompant les discussions quotidiennes. Le musine qui ponctue les journées en 5 temps. La fébrilité. Tu repenses au Maroc comme si tu en avais été privé. Tu as toujours su que le mal du pays finirait par pointer son nez, mais tu n'avais pas imaginé que tout reviendrait aussi brutalement. L'été en France n'avait jamais tenu ses promesses. Les vagues cruelles et glacées de ton Atlantique te manquent, le sel qui pique les yeux, la peau gâtée par l'écume et les orteils ensanglantés chaque fois que tu te retrouvais projeté sur les rochers aiguisés, enfoui sous les vagues. Petite déjà, tu avais toujours aimé t'aventurer dans l'eau froide, emportée par le courant jusqu'à ne plus distinguer les parasols plantés dans le sable. Tu n'avais pas peur de te noyer. Hormis de ton père, tu n'avais peur de rien, ni des vagues, ni des hommes, ni des rochers, ni des cafards. Il y a donc un rapport à deux villes et aussi une place importante dans cet extrait tout particulièrement pour faire un peu d'analyse de procédé au sens. Il y a une place vraiment au sens. Peut-être que ça rappelle aussi la Madeleine de Proust. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire par rapport à ce texte ? Oui, absolument. En fait, tout l'exil et la nostalgie qui se crée chez Alia est lié aux sensations et au sens, même, avec tous les procédés de réminiscence, effectivement, qui font penser aux procédés proustiens. Et merci pour la comparaison. Légère. Tranquille. Voilà, ça met pas du tout la pression. Exactement. Mais non, mais c'est pas du tout un rappel du passé qui serait chronologique et rationnel, mais c'est plutôt elle écoute telle musique et ça lui rappelle telle scène, elle entend ou elle n'entend pas, contrairement justement c'est ce silence lyonnais qui met en avant en fait les bruits et de sa vie à Tanger et c'est vraiment par à-coup et pour mettre en avant comment vit un corps et comment un corps d'exilé en fait est au monde. Et se fait même presque surprendre par son propre manque d'une ville qu'elle ne sait pas, d'une certaine manière, être trop loin d'elle. Enfin, il y a vraiment quelque chose Absolument, comme ça qui la surprend. Oui, c'est un peu la douleur justement de se remémorer à travers des sensations, c'est qu'elles viennent à nous quand on ne s'y attend pas vraiment. Et donc il y a aussi un peu une sorte de violence du souvenir qui jaillit. Mais voilà, on doit arrêter cette conversation autour d'Adieu Tanger, mais restez un petit peu avec nous. On arrive dans la toute dernière partie de l'émission. Merci à tous.